Moriagua, bonjour. Bonjour Ahmed Arepa, bonjour aux téléspectateurs d'Eden TV et je voulais dire aux auditeurs de Diaspora FM. Sauf que On n'est plus en direct avec les auditeurs. Voilà. Merci d'être là, de nous faire donc le plaisir d'être des nôtres ce matin au plateau. C'est un plaisir, vous le savez. Stanislas Samoa, bonjour. Bonjour à vous, Ahmed Arepa. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonjour à Moriagua aussi. Bienvenue. Merci beaucoup. On démarre notre tour d'horizon donc de l'actualité de ce jour par un tout premier quotidien, à savoir La Nation, donc le quotidien du service public, qui aborde un certain nombre de faits d'actualité. Moriagua. Oui, la Nation d'aujourd'hui qui parle du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. Et vous le savez, la cantine scolaire qui fait école en ce qui concerne d'autres pays du monde. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire et quand vous faites quelque chose quelque part et que ça intéresse d'autres personnes, elles n'hésitent pas à donc embrayer sur vos idées et par rapport à ce que vous faites chez vous. Qu'ils vous souviennent que récemment, le chef de l'État au cours d'un voyage a donc exposé un peu ce qui se fait ce qui se fait au Bénin par rapport à la cantine scolaire aux responsables du programme alimentaire mondial. Et donc je pense quand même que cela a inspiré, et ça avait été dit lors de ce voyage, et qu'il y aura un forum mondial qui sera organisé sur la nutrition de l'enfant. Et donc c'est l'occasion pour le Bénin de présenter un peu la façon dont ils ont dû implémenter l'alimentation en ce qui concerne les enfants dans les écoles, ce que nous appelons cantine scolaire au Bénin. Il faut le rappeler que c'était une habitude au cours de la Révolution, mais qui a été donc abandonnée par la suite, peut-être par rapport au budget que cela nécessite et tout. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de la rupture, on a donc constaté que cette habitude d'aider les enfants à avoir à manger dans les écoles a repris et donc est en train d'être pérennisée. Il a fallu lutter contre, aux premières heures contre donc, le détournement de vivres et tout, pour qu'aujourd'hui on ait une certaine stabilité, une certaine rigueur. Et je pense que les enfants qui sont nourris, quand un enfant mange bien à sa faim, et il a ce qu'il faut, il mange à l'heure, aux heures qu'il faut. Et je pense que cet enfant-là se sent toujours fort, non seulement dans la tête, mais physiquement. Et il apprend bien ses leçons, il arrive à assimiler facilement et il donne de bons résultats à l'école. Et je pense quand même que c'est ce que fait le gouvernement pour aider les parents d'élèves, mais aussi les écoliers à donc avancer, parce que l'enfant, vous le savez, est le père de l'homme. L'enfant est le père de l'homme, Stanislas Amoa, à la une du quotidien La Nation, on peut donc dire ce matin, Forum mondial sur la nutrition de l'enfant, solidarité en faveur des cantines scolaires. Oui, les cantines scolaires sont quand même une initiative qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui quand même viennent à point nommé pour essayer un peu, entre autres objectifs, de maintenir les enfants dans les classes, notamment à l'école. Parce que l'exemple le plus patent qui revient souvent dans les analyses, c'est que quand vous allez dans le nord Bénin, par exemple, certaines localités, avant peut-être d'en venir à Cotonou, Calavi et autres, dans certaines localités qui sont des régions à haute intensité agricole, il n'y a que les enfants, justement, parce que papa et maman ont des champs, il y a des travaux champêtres à exécuter. Eh bien, dans cette période-là, les enfants désertent les classes. Parce qu'ils sont appelés à aider papa ou maman dans les travaux champêtres. Et c'est de ça, justement, que va advenir leur subsistance, parce que c'est de ça, justement, que papa ou maman va pouvoir leur donner de quoi manger, de quoi les nourrir. Et donc, l'initiative des cantines scolaires vient quand même pour
régler un tant soit peu ce problème, la désertion de certains enfants, parce que ce n'est pas tout le monde, de certains enfants des classes, alors qu'il y a les travaux champêtres, eh bien, il faudrait les maintenir à l'école. Et donc, ça, c'est venu un peu régler ce problème-là, qui fait que désormais, les parents n'ont plus le souci de qu'est-ce que mon enfant va manger à l'école, parce que l'adage dira simplement que ventre affamé n'a point d'oreille. Et donc, celui qui n'a pas mangé, celui qui a faim, ne pourra pas bien suivre les cours en classe, ne pourra même pas bien suivre ce que le professeur, le maître ou la maîtresse est en train de dispenser comme cours. Et donc, les cantines scolaires, c'est une très bonne initiative. L'élargissement de ce programme-là à beaucoup de localités dans notre pays est révélateur de ce que les enfants, s'ils mangent bien, ils sont assidus en classe. Et donc, ce forum mondial, justement, sur la nutrition de l'enfant, le programme des cantines scolaires qui est mis en exergue, je pense que c'est une très, très bonne chose. Et le gouvernement n'avait pas mal vu d'embrayer ce chemin-là. C'est quand même bénéfique pour les enfants aussi. Bénéfique donc pour les enfants, hein, cette réforme relative aux cantines scolaires, initiative forcément qui, disons, fait des émules voilà, dans la sous-région et pas que. Parlons d'autre chose maintenant en rapport avec la nutrition, qui dit nutrition, dit santé. Allons à la une du quotidien Le Matinal très rapidement et parlons donc de ce titre, tentative de remobilisation du personnel après le drame du 7 octobre 2022, le réveil tardif, dit le quotidien du DGCNHU HKM. Oui, vous savez que c'est vrai, hein, il y a un adage qui dit médecin après la mort. Oui. Et je pense que cet adage colle un peu et même tristement à la réalité, parce que qui dit médecin après la mort parle du secteur de la santé et nous y sommes de plein pied justement. Alors quand on parle de réveil tardif, c'est que dernièrement nous avons lu sur les réseaux sociaux, dans certains médias en ligne notamment, que eh bien, les responsables du Centre national hospitalier universitaire sont en train de mener certaines réformes quand même, hein, des injonctions à l'endroit du personnel par rapport à telle ou telle façon de faire, des injonctions à l'endroit de certains agents aussi. Et donc, on se demande si ce drame n'était pas survenu, qu'en serait-il advenu, justement? Est-ce que les autorités seraient davantage plus rigoureuses dans ces injonctions qu'elles donnent et que nous lisons ci et là, soit sur les réseaux sociaux, soit dans certains médias en ligne? C'est la grosse question qu'on se pose. Et donc, par rapport à ça, le matinal a bien fait de parler de réveil tardif. Mais il y a un autre adage qui nous dira mieux vaut tard que jamais. Merci beaucoup, vous avez lu dans mes pensées, mieux vaut tard que jamais. Et donc, c'est mieux que les autorités, les responsables du CNHU se réveillent maintenant que de ne jamais se réveiller pour caricaturer un peu. Et donc, ce qui est arrivé, personne ne l'a souhaité et personne ne pouvait même le présager. Maintenant que c'est venu, il faut en pouvoir tirer les leçons et prévenir, poser des actes pour que cela ne puisse advenir prochainement. D'accord, merci à vous Stanislas. À moi, Maury Agua, intéressons-nous à la une du quotidien Matin Libre très rapidement. Je sais qu'il y a un titre à ce niveau qui vous intéresse. Oui, Matin Libre, le journal parle de, je crois que c'est ça, non? Ça parle de attention à la peur des hôpitaux publics. Voilà, on reste évidemment donc dans le même registre de la santé. Oui, je pense quand même que aujourd'hui, il y a un travail important à faire au niveau des hôpitaux publics, notamment au niveau du CNHU. Parce que je pense que ce travail, c'est d'abord un travail communicationnel et chercher à refaire l'image perçue par le public en ce qui concerne le CNHU. En réalité, quelle est l'image réelle et quelle est l'image perçue de l'hôpital aujourd'hui? Aujourd'hui, de la chose communicationnelle qui l'hôpital est donc perçu comme vraiment l'hôpital qui fait peur aux gens. Les gens, dans leur psychose, disent que oui, lorsqu'on veut les transférer là-bas, là-bas, c'est pour aller mourir. Malheureusement. Comme un roi. Malheureusement, c'est ce qui se dit dans l'opinion publique. C'est ce qui se dit, c'est la réalité.
Mais en réalité, en fait, ça ne devait pas être ça. C'est la réalité de ce qui est dit. Oui, c'est ce que je dis. Je dis que c'est la réalité. Merci d'avoir rectifié. Voilà, c'est la réalité de ce qui est dit. Voilà. Donc, normalement, ce qui devrait être, c'est que lorsque vous êtes malade et on vous dit qu'on va vous transférer au CNHU, vous devez applaudir et dire « Ah, enfin, là-bas, dans la grande maison, je vais dans la grande maison, il y a toutes les conditions pour qu'on puisse me prendre en charge, pour que je puisse survivre et puis je puisse sortir de la maladie dont je souffre. Et je pense que c'est à cela qu'il faut désormais travailler. Il me semble que la maison a une cellule de communication et je pense qu'il va falloir... Et s'ils ne sont pas suffisamment aguerris pour le travail, solliciter le service des consultants que nous sommes pour les aider, des sachants comme nous, pour les aider à pouvoir faire ce travail communicationnel-là. Parce que nous sommes spécialistes des relations publiques. Et c'est en cela qu'il faut donc redorer le blason du CNHU, de cet hôpital-là. Des hôpitaux publics de manière générale, mais le CNHU que le gouvernement veut faire d'un hôpital de référence au Bénin, pourquoi pas dans la sous-région, surtout qu'on parle de fusion. Oui. Et je pense quand même que cela passe par plusieurs étapes. Cela passe par déjà à doper le moral du personnel, à donc motiver le personnel, à leur donner les moyens, à les écouter. Et vous savez que cela arrive à un moment où il n'y a plus les grèves, il n'y a plus de réclamations. Donc je pense quand même que tout cela va participer donc à aider le CNHU à refaire son image. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de revendications qu'il ne faudrait pas mettre en place un système de suivi qui va permettre d'écouter le personnel, d'écouter leurs besoins, de motiver le personnel à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais aussi de mettre les moyens réels à la disposition pour que le travail soit fait comme cela se doit. Alors oui, Stanislas, à moi, on parlait de tentatives de remobilisation du personnel après le drame du 7 octobre 2022 donc, au CNHU. Et à la une du quotidien Matin Libre, on parle de santé au Bénin, attention à la peur des hôpitaux publics. Alors oui, attention à la peur des hôpitaux publics. Autant il est de bon ton de travailler à ce que justement cette psychose au niveau donc, de la population, on puisse s'en défaire pour qu'on arrête d'avoir peur des hôpitaux publics comme le CNHU, HKM. Autant oui, ce travail quand même, alors on le disait tout à l'heure, est aussi à faire à l'endroit du personnel qui travaille dans ces hôpitaux. Justement, le personnel est le premier maillon essentiel qui est au contact des usagers. C'est le personnel qui est au contact justement des usagers. De ces hôpitaux-là. Et vous n'oublierez pas les quand usagers même, aient confiance, il faut déjà que le personnel inspire confiance. Tout à fait. Vous savez, être agent de santé, je ne parlerai pas de médecin ou de chirurgien, en tout cas, je n'entrerai pas dans les spécificités, mais être agent de santé, c'est un sacerdoce. Absolument. Et il ne vous aura pas échappé quand même qu'avant d'entrer en fonction, il prête ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Et je me suis toujours posé le A par un I, le A par un I, alors que ce n'est pas trop bien. Donc, quand on prête un serment avant d'entrer dans une fonction, cela revêt toute la noblesse qu'il faut. Et vous êtes revêtu d'une certaine mission. Absolument. Je dirais même une mission presque divine, parce que quelqu'un qui est chargé d'administrer des soins pour qu'un patient puisse recouvrer la guérison, c'est quelqu'un qui a une mission hautement divine. Et donc, quand on est dans cette peau-là, il faut pouvoir soigner déjà l'accueil. Il n'est pas rare de constater que quand des femmes enceintes à thème arrivent dans certains hôpitaux, et vraiment l'accueil qui leur est réservé, on vous balance en pleine figure que bon, on ne vous a pas envoyé chercher la grossesse et donc vous allez souffrir seul. On vous balance des mots qui vraiment vous choquent dans votre état émotionnel déjà assez délicat. Il y a des personnes qui subissent, qui ont des accidents de circulation et qui viennent, on dit, mais ce n'est pas moi qui t'ai demandé de rouler à vive allure au volant de ta voiture ou de consommer de l'alcool. Donc, ce n'est pas des expressions qui sont bien à entendre quand on est dans la peau d'un patient qui vient à l'hôpital. Et il faudrait
que les agents de santé puissent réintégrer cette façon de faire, ce bon accueil-là, parce que, eh bien, eux-mêmes le savent dans leur jargon, ils savent qu'un bon accueil, c'est que le patient est déjà guéri à 50%. À moitié. Donc, voilà. Justement. On va finir très rapidement, Moriagua et Stanislas Samoa, par un tout dernier dossier. On parle politique très rapidement, si vous le voulez bien. Oui. À la une du quotidien Les Pharaons, législative 2023. Ethnocentrisme ou régionalisme, l'essence de la stratégie électorale. C'est costaud. C'est costaud. Moriagua, donc costaud. Hein. D'accord, ok, d'accord. On commence par Stanislas alors. Je lui envoie la patate. D'accord, c'est-à-dire qu'il dégage la balle. D'accord. Donc, on vous la renvoie. Alors, vous savez, c'est bien costaud. Vous savez, c'est vraiment triste, hein, mais on ne peut pas parler d'élection, on ne peut pas parler de choix électoral, hein, que ce soit au niveau de la présidentielle, des législatives ou des communales, sans parler du facteur région. Je ne veux pas appeler... je ne veux pas parler de régionalisme forcément, mais sans parler du facteur région. Vous savez que jusqu'à là où on parle, même dans un passé très très récent, l'élection d'une personnalité revient à certains éléments, dont le plus principal, c'est est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'il est de notre milieu? Est-ce qu'il est connu dans le milieu? Voilà, est-ce qu'il est connu dans le milieu? Ça n'a rien à voir avec... est-ce qu'il est du village? Voilà, est-ce qu'il est du village? Parce que justement, on ne peut pas prendre un inconnu pour diriger ceux qui sont là. Bien sûr. Il faudrait que la personne connaisse la maison, comme on le dit. Il faudrait qu'il soit habitué aux personnes, aux gens du village, qu'il connaisse un peu leurs besoins, qu'il ait quand même connaissance de certaines réalités pour ne pas aller en terrain inconnu. Et donc, le fait d'appeler ce facteur-là, de convoquer ce facteur-là, si je peux le dire, et de procéder à l'élection ou au choix des dirigeants n'est pas mauvais. Maintenant, ériger ça en système d'élection ou système de choix, c'est là où c'est pratiquement mauvais. Parce que, justement, vous vous souviendrez que pour la présidentielle de 2016, il avait été susurré à tort ou à raison par rapport au candidat que Boni Yayi avait proposé à l'époque, Lionel Zinsou. Que bien justement, il n'est pas resté au pays, il n'est pas forcément resté incrusté dans nos réalités, et que sa couleur de peau, et ceci, cela, n'était pas forcément en sa faveur. Ce n'est pas des débats qui sont bien à faire, mais c'est la réalité des choses. C'est ce à quoi nous assistons. Quand vous aspirez à être porté au pinacle dans votre région, à l'Assemblée ou dans telle région, ou par exemple au niveau de la magistrature suprême, eh bien, vivez les réalités des Béninois, vivez les réalités de votre localité. Cela pourrait faciliter la tâche. Mais je le rappelle une fois encore, cela n'est pas forcément facteur de promotion de l'ethnocentrisme ou du régionalisme, loin s'en faut. D'accord. Est-ce que vous partagez le même avis, Moriagua, législative législative 2023, ethnocentrisme ou régionalisme, l'essence de la stratégie électorale? Non, je pense... La stratégie électorale, donc au niveau des partis politiques, est basée sur du régionalisme, sur l'ethnocentrisme. Oui, je suis parfaitement d'accord avec Stan. Il faut même dire la vérité, que c'est l'occasion pour les gens de faire preuve de régionalisme. Ah, carrément? Carrément. Ils vont jusqu'à dire que nous sommes les fils du terroir. Voilà. Lui, là, il est venu acheter une parcelle ici, ses parents ont grandi ici. Toutes les stratégies sont bonnes pour abattre l'adversaire politique. Et je pense que quand même, c'est en cela que la réforme du système partisan est bien pensée. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, lorsque avant on parlait de fief, donc ça faisait le lit à ces gens de discours qui permettaient de discréditer certains candidats. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes discrédité quelque part, vous pouvez aller ailleurs, puisque c'est sur toute l'étendue du territoire que vous êtes appelé à collecter. Mais conserve-t-on les mêmes chances, justement, quand on change de circonscription électorale, par exemple? Non, mais on parle... Parce qu'on est toujours leader par rapport à, comment dire, à une localité donnée. Non, est-ce qu'on parle encore plus de circonscription, mais on parle plus du parti.
Le parti sur toute l'étendue du territoire, c'est en fonction... Oui, mais vous n'êtes pas sans savoir, Moriawa, je ne vous coupe pas, vous n'êtes pas sans savoir que dans le cas des législatives, par exemple, il va y avoir des positionnements. Et les positionnements se font en fonction, justement, eh bien, des girons des uns et des autres pour parler des acteurs politiques. On n'ira pas positionner, je prends à tout hasard un candidat Zanaï, si tant est-il que son parti, eh bien... On n'ira pas le positionner à Paracou, on n'ira pas le positionner à Paracou, on est d'accord, ou dans le mono, cela ne se fera pas. On va vouloir le positionner à Ménotin. Hein, on va... Donc, en tout cas, pour en revenir, je pense pour ne pas dire 16e circonscription, oui, bon, je pense très rapidement que les circonscriptions électorales entrent en jeu quand il s'agit des élections législatives. Maintenant, vous savez, c'est pour ça justement qu'il y a des coalitions. Quand par exemple je sens que Ahmed est fort dans une localité X, eh bien je m'associe à lui. Je suis très fort en Amérique. En Amérique par exemple, bon. Eh bien, vous m'accompagnez là-bas et c'est vous justement qui êtes fort dans votre zone qui dit tel candidat, il faut lui faire confiance. Et donc, qu'on le veuille ou pas, l'affaire des régions revient toujours dans les discours quand il s'agit des choix électoraux. Merci à chacun de vous.